Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouvel épisode d'Après la thèse. Je vous laisse avec Cécile qui va vous présenter un petit peu le contenu de cet épisode. Ouais, donc aujourd'hui, on va discuter avec Stéphanie. Donc Stéphanie, elle a fait sa thèse à Montpellier, puis ensuite, elle est partie faire un postdoc en Allemagne. Elle va nous parler de son parcours, mais aussi en fait des difficultés de santé mentale qu'elle a traversées pendant ces années. Donc c'est un sujet qui est forcément complexe, mais qui est nécessaire. On va parler de dépression, on va parler de burn-out, de ce que ça change dans la façon de vivre la recherche. Et puis, finalement, on va aussi montrer l'importance de lever ce tabou-là autour de ces sujets. Bonne écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve donc avec Cécile pour un nouvel épisode d'Après la thèse. Cécile, comment tu vas? Ça va tip-top. Mais bien sûr. Voilà, non, on rigole parce que c'est la deuxième fois qu'on fait l'introduction, on n'en peut plus. Il fait très chaud, il fait 35 degrés là où on est. Ouais, Je sais pas pour toi, remarque. Hop, pareil. on a dit qu'on faisait plus les points météo. Ah non, c'est bon, c'est fini Et ça. bon, effectivement, il fait très chaud. Et Il donc, on neige. reçoit aujourd'hui Stéphanie qui change de lunettes. Voilà. Alors, vous ne la voyez pas, mais nous, on la voit. Stéphanie, salut. Salut. Tu es où en ce moment? Aix-en-Provence, c'est ça? Oui, je suis à Aix avec les cigales. Bon, mais très bien. Et écoute, on les entend un petit peu en fond. Donc, peut-être Cécile qui s'occupe du montage pourra augmenter un peu le son des cigales pour que ça nous fasse un petit peu rêver. Alors, Stéphanie, est-ce que tu peux, comme pour tous les autres invités, est-ce que tu peux te présenter, voilà, nous faire un petit peu ta carte d'identité? Tu as fait un doctorat en quoi? Tu l'as passé en quelle année? Où ça? Dans quelle région? Etc. Alors, oui, donc moi c'est Stéphanie, j'ai 35 ans demain, hein. Vous auriez pu Ah. quand même faire le podcast le jour de mon anniversaire, je vous félicite pas. C'est vrai. Mais, oui, donc j'ai fait ma thèse à Montpellier, sur l'impact, des populations précolombiennes sur la forêt de Guyane. J'ai travaillé sur des charbons de bois. Ensuite, j'ai fait un postdoc en Allemagne pendant 3 ans. Là, j'ai travaillé sur l'impact des chasseurs-cueilleurs sur les forêts des hauts plateaux éthiopiens. Et là, je suis de retour en France, pour un poste d'ATER depuis le début de l'année, Ok, à oui, Aix-Marseille, d'où les cigales. c'est vrai. C'est vrai que sur le coup, on les entend bien. Je sais pas si ça s'entendra en podcast à la fin, mais en tout cas, sachez que nous, on les entend bien. Alors, on va vite faire rembobiner avant de détailler un petit peu tes expériences. Juste savoir un petit peu, on commence souvent avec cette question-là quand les gens ont un doctorat. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain où tu apprends, ou le lendemain ou le jour même, qu'importe, où tu apprends que tu es donc diplômé d'un doctorat? Ah bah, c'est cool! Bah, oui, non mais enfin, c'est vrai que ça, le doctorat, c'est quand même un aboutissement, moi, j'étais un peu sur un petit nuage, je vais dire, quoi, les 2 mois après, la soutenance parce que, bah, j'étais contente d'être arrivée jusque-là. Et puis, j'ai vraiment, adoré mon sujet de thèse, ça s'est bien passé donc ouais, j'étais vraiment contente. Et je dirais même plus, d'autant plus contente quand, on n'a pas toujours été au top, au niveau de sa scolarité, quoi. C'est vraiment une belle revanche, en fait. Ok. Et pas Mmh. de... En fait, juste vraiment le kiff absolu d'avoir terminé. Pas de... Tu savais déjà ce que t'allais faire après ou pas? Après la thèse, Ouais. ouais, je voulais continuer, en fait, dans la recherche, donc je cherchais un postdoc. Et donc, ok, donc tu apprends donc du coup cette bonne nouvelle de docteur. Tu nous parles donc du coup de revanche par rapport à la scolarité. Alors, euh, je, Cécile va enchaîner sur ce point-là un petit peu après. Juste une autre question aussi, un petit peu pour replacer un petit peu tout ça dans le temps. Donc, ton doctorat, tu l'as obtenu en quelle année? Ah, 2016, fin 2016. Fin 2016, ok. Non, mais n'importe quoi! J'ai Non, commencé non, Ah, pas 2016, c'est moi. ah, fin 2019, j'ai commencé en Ah 2016. oui. fin 2019, ce qui n'a absolument rien à voir, Stéphanie. Et donc, C'est non, bon, chaud, là. alors, à chaque Bah, fois, en on fait, se le c'est dit. c'est à l'envers. Hein. Ah À oui, chaque fois, on se le dit je l'ai commencé en avec 2019, je Cécile. l'ai fini en 2016. Ok. Donc, à chaque fois, on se le dit avec Cécile, effectivement. Donc là, on vous donne un peu les dessous. Stéphanie est quelqu'un qui a fait un doctorat plus ou moins dans la même période que Cécile et moi, et Oui. plus ou moins maman de droit. Donc, du coup, Stéphanie, contrairement à d'autres invités, elle, on la connaît relativement bien. C'est pour ça que vous voyez une forme de, j'ai envie de dire de complicité. Le mot est un peu fort, mais c'est vrai.
Ben, en fait, voilà. Et donc, quand tu obtiens donc ton doctorat en 2019, qu'est-ce que, d'un point de vue personnel et professionnel, est-ce que ça enchaîne direct dans la foulée? Est-ce qu'il y a une petite pause aussi, Oula. somme toute assez méritée? Comment ça se passe? Alors, bah, clairement, après avoir soutenu, j'avais envie de me reposer, hein, je suis partie, en Grèce, c'était bien. Mais sinon, bon, tout le monde se rappelle que 2019, c'est quand même le début du covid. Ah oui. Et oui, donc confinement peu de temps après, la soutenance quoi, début 2020. Et ben, non, du coup, j'ai pas eu un postdoc juste après parce que j'ai attendu 1 an et demi avant de trouver un postdoc, ce qui était pas évident. Pas Bien évident sûr. psychologiquement aussi parce que bon, on se demande un peu qu'est-ce qu'on va devenir. Et puis, ben, pendant le covid, je pense que c'était encore plus compliqué parce qu'il y avait peut-être moins d'offres, c'était un peu plus difficile de partir à l'étranger donc bon, c'est pas une période, très simple pour trouver du travail quoi, disons. Mmh. Ouais, c'est sûr que la période du covid, c'est pas le enfin, alors moi, du coup, j'étais en postdoc en 2019, mais effectivement, Mmh. de 2019 à 2020, j'ai fait un petit postdoc et après, c'est là où j'ai justement travaillé dans le privé me concernant, pendant 1 an, justement pour les mêmes raisons que toi, enfin, en tout cas, pour les mêmes problématiques que toi, qui étaient que, pendant le covid, il y avait un peu moins de contrats et puis tu pouvais Mmh. pas aller où tu voulais, quoi. Ça, c'était Et oui. le gros problème. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose un peu que ce soit, nous ou plein d'autres qui nous écoutent, en tout cas qui ont passé le doctorat, pendant cette période-là, probablement ont été aussi, confrontés, pour ceux qui n'avaient pas forcément de contrat ou qui se sont retrouvés en rupture de contrat à ce moment-là. C'est vrai que c'est une période un peu qui nous lie tous. Donc, Mmh. OK, et donc du coup, alors ton premier post-doctorat, donc tu l'as 1 an et demi après. Ouais, à peu près. Tu alors si tu me passes l'expression, comment tu survis entre la fin du doctorat et le début du premier postdoc, d'un point de vue, je dirais professionnel, économique? Alors, d'un point de vue professionnel, bah, j'étais au chômage, comme beaucoup de gens, dans la OK. recherche, entre 2 contrats, hein. C'est pas Enfin voilà, faut bien dire aussi s'il y a des étudiants qui nous écoutent que c'est quand même assez commun d'avoir des périodes de chômage, dans la recherche. Et donc, j'étais au chômage, mais disons que le point positif, c'est que pendant cette période où j'étais pas en contrat, j'ai pu travailler sur, le dernier article de ma thèse et j'ai quand même eu alors en fait, j'ai eu 2 petits contrats entre ma thèse et mon postdoc de 1 mois et demi, 2 mois, qui m'ont permis, bah, de publier aussi. Donc c'était à Montpellier, ces 2 contrats que j'ai eu grâce à des collègues, en fait, hein. Donc c'était quand même des bonnes opportunités de garder une petite activité, même si c'était des contrats courts, ça permet quand même de garder un pied, voilà, dans des périodes de chômage, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, entre des périodes Ah, de chômage, du coup. donc tu voulais vraiment, vraiment rester dans la recherche, mais en fait, dès le départ, même quand tu as fait ta thèse, ton objectif, enfin même quand tu étais en master, en fait, j'imagine, tu voulais vraiment faire de la recherche? Oui, c'est ça. Bah, en fait, j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire, depuis toute petite. Bon, je vais essayer de faire rapide, hein. Mais en Mmh. gros, j'ai vu Jurassic Park, hein, comme beaucoup de gens de ma génération et je voulais être paléontologue. Bon, ça fait très cliché, mais on m'était beaucoup comme ça et donc je savais que voilà, je voulais être, chercheuse, quoi et donc en fait, j'ai fait une licence SVT et ensuite, j'ai fait une première année de master en paléontologie à Poitiers. Et puis, voyant que je n'arriverais pas à travailler sur les dinosaures, j'ai décidé de me réorienter. Donc je suis partie vers l'écologie. Donc j'ai fait un autre M1. Donc je suis pas allée au bout de mon master, paléontologie, hein, j'ai arrêté après le M1. J'ai fait un autre M1 en biologie évolutive. J'étais pas à fond dedans et j'étais pas aussi, top top au niveau des notes, mais on y reviendra. Et donc ensuite j'ai fait, ah oui, alors pendant ce M1 quand même, j'ai fait un stage en paléoécologie que j'ai beaucoup aimé Mmh. et et ensuite, jamais 203, j'ai refait un M1 dans un autre master d'écologie, mais oui, du coup, écologie et pas biologie évolutive, où là, du coup, je suis restée, je suis allée jusqu'au bout du master et j'ai continué mes stages en paléoécologie. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai fait une thèse aussi en paléoécologie. C'est grâce à mes stages de master, en fait. Donc, OK, ouais, donc je m'étais vraiment, fait une, comment dire? Une route dans ma tête pour la recherche depuis assez longtemps, quoi. ouais, ouais, ouais et puis, un parcours pas linéaire, mais finalement comme beaucoup de nos invités et puis c'est aussi ça, qu'on veut montrer aussi avec le podcast, hein, c'est que Mmh. c'est pas, forcément linéaire et pourtant ça peut marcher, quoi. Ouais. Et donc après ces 1 an et demi, tu arrives, en postdoc, donc tu as fait ton postdoc où? Comment ça s'est passé? Comment tout ça s'est passé, quoi? Alors, j'ai fait mon postdoc à Francfort, en Allemagne.
Donc le sujet, me plaisait énormément. Donc oui, c'est un postdoc où j'ai postulé sur une fiche de poste, voilà, c'est pas moi qui ai recherché le financement. Je suis arrivée dans un projet déjà financé. Le sujet me plaisait bien, ça s'est bien passé au niveau professionnel, on va dire, voilà, vraiment, j'ai publié tout ça, enfin voilà, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Après, c'est avec, ma superviseure que c'était pas évident, ça s'est pas très bien passé, il y a eu des moments un peu tendus. Donc voilà, j'ai dû faire face à ça, quoi. OK, et tu es restée combien de temps en postdoc, là-bas? 3 ans, 3 ans, OK, ouais. et ensuite? Et ben, là, donc j'ai fini mon contrat de postdoc en juillet 2024 et en fait, mon ex-superviseur, du coup, allemande, comment on dit? A déposé une autre demande, de financement, à la DFG en Allemagne. C'est l'équivalent de l'Agence nationale de la recherche en France. La DFG, ça finance des projets de recherche. Donc elle a déposé un autre projet, en fait, pour faire le projet 2.0, voilà, qui est dans la continuité de ce qu'on avait fait jusque-là et en fait, et ben, le temps d'avoir les résultats de cette DFG, Mmh. ben, il faut attendre un certain temps et moi, dans ce laps de temps-là, j'ai trouvé, heu, une offre de poste en tant qu'ATER, donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université d'Aix-Marseille. J'ai postulé, j'ai été prise pour 7 mois, donc de février, donc de cette année 2025 jusqu'à fin août. Mon contrat, il est de OK, 7 donc mois ça ici. faisait le pont, quoi. C'est ça, ça me permettait en fait de combler un peu ce trou où sinon, j'aurais été au chômage, pendant, quasiment, on va dire, 9 mois, quoi. Au moins j'ai 7 mois Mmh. en contrat. OK, donc tu es revenue en France à Aix. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que tout ça, ça s'est passé de façon linéaire, cool? Je te pose la question parce que je sais déjà la réponse, mais c'est parce Oui. qu'il faut qu'on arrive à ce sujet-là. Ouais. Et ben, non, ça s'est pas fait de manière, très facile. Donc, déjà, alors je pense que pour replacer un peu les choses dans ce contexte, l'expérience que j'ai partagée, c'est vraiment la mienne et c'est très lié à ma personnalité. C'est-à-dire que, pour moi, changer de pays, ça a été très difficile. Pour d'autres, ça peut être OK, pas de problème. Mais moi, en fait, ça a déclenché plein de trucs, liés, ben, voilà, à des «mini traumas» entre guillemets, enfin, on va dire à des schémas, psychologiques que j'ai, qui font que déjà de partir de France pour aller en Allemagne, c'était très difficile pour moi. J'ai fait une dépression en Allemagne et là, bah, revenir en France, il y a eu plein d'éléments stressants qui ont déclenché une rechute, en fait. Mmh. Donc voilà, c'est toujours, j'ai toujours en fait ces problèmes de santé mentale qui sont en fond, en fait, de mon activité de recherche et ça depuis le master, en fait. OK, donc depuis un bon bout de temps, donc Oui, tu ouais. connais ce problème-là. Hem, je pense que ce serait intéressant aussi de parler, finalement, comment tu le vis, est-ce que c'est quelque chose que les gens connaissent de toi dans la recherche? Est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de cacher parce que peut-être que tu te sens pas à l'aise aussi pour en parler? Peut-être que, aussi le regard des autres te gêne peut-être? Enfin, comment tu le ressens cette maladie par rapport à tes collègues, par rapport aux autres? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, bon, déjà dans la recherche, je m'en suis rendu compte avec le soutien de certaines personnes quand j'ai commencé à en parler. Mais dans la recherche, on est beaucoup à avoir des problèmes de santé mentale. Ça peut être dépression, ça peut être burn-out. Il y en a énormément. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver un peu dans ce que je dis. Et donc, bah, au début, je le cachais, hein, et même encore, hein, j'ai tendance à mettre des masques, très facilement. Je vais arriver au labo, je vais sourire, je vais mettre des masques assez automatiquement. Mais j'ai commencé à en parler, on va dire, ouvertement, mais pas dans le sens à le crier sur tous les toits, mais à le dire sans honte et sans tabou en Allemagne, justement. Mmh. Parce que quand je suis arrivée en Allemagne, ben, disons que si on reprend les choses, on va dire dès le départ à peu près, en master déjà, j'ai été en dépression. C'est un peu pour ça aussi que je me suis un peu cherchée en master, que j'ai changé de cursus. Voilà, il y a un master où j'étais dernière de promo, ça allait pas du tout et c'est pour ça aussi j'aime bien parler de ça et j'en ai parlé avec mes étudiants un peu, pendant mon contrat là, Aix-Marseille. C'est qu'on peut très bien en fait avoir des périodes de galère, on va avoir des mauvaises notes et ensuite s'en sortir. C'est pas une fatalité. Moi, il y a un moment, j'étais dernière de promo à mon master et j'ai eu les félicitations pendant ma thèse. En fait, on peut très Mmh. bien être au fond du trou et ensuite se relever,
Voilà, donc ça, c'est important à dire et il faut pas s'imaginer qu'il faut être premier de promo pour arriver à avoir un doctorat, c'est pas vrai, j'en suis la preuve vivante. Donc voilà, pendant le master, je cachais. Pendant la thèse, en fait, j'étais tellement contente d'avoir cette thèse parce qu'il faut savoir qu'entre le master et la thèse, j'ai eu 1 an aussi où je trouvais rien. J'avais même pas de chômage, donc c'était très, très dur, financièrement et psychologiquement. Donc j'étais super contente d'avoir ma thèse, un sujet qui m'éclatait et tout. Mais en fait, j'accumulais beaucoup, beaucoup, de stress, comme n'importe quel thésard, hein, je pense Mmh. et je me tuais complètement au travail et si on veut, pendant ma thèse, j'étais tout le temps, disons, à fleur de peau, à 2 doigts de déborder et je gardais, c'était comme une cocotte minute en fait, j'arrivais à contenir et après ma thèse, quand je suis arrivée en Allemagne, donc 1 an et demi après quand même, mais le fait de repartir dans cette, comment dire? Dans ce rythme de travail, en fait, j'ai craqué tout de suite. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais donc j'ai fait un burn-out et une dépression au début de mon contrat de postdoc. Et il y a plein de gens il y a plein de gens, il y a des gens qui m'ont dit: «Mais comment tu peux faire un burn-out alors que tu viens de commencer ton contrat?» Mais c'est parce qu'en fait, ça couvait depuis tellement longtemps que ça a éclaté à ce moment-là. Mmh. Et je pense que ça, le burn-out, j'étais en burn-out pendant ma thèse, sauf que ça avait pas, mon corps avait pas lâché à ce moment-là, quoi. Mmh. Mais, arrivée en Allemagne, au début de mon contrat, j'arrivais plus du tout j'arrivais plus à travailler, j'étais constamment en crise d'angoisse et donc j'ai demandé de l'aide et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire et qui est très difficile. Ouais, mais qui est important, Ouais. je pense comme beaucoup, c'est quelque chose que tu conseilles aussi aux gens, Oui, de se faire aider. Après effectivement, faut trouver le bon moment peut-être aussi pour le faire, le moment où on est prêt. Oui, c'est ça et alors disons que moi, ce que je dirais, c'est alors déjà, il y a 2 choses auxquelles je pense. C'est que la première, il faut déjà, accepter qu'on n'est pas bien et qu'on a besoin d'aide. Il faut l'accepter déjà, que OK, j'ai un problème, là, ça peut pas continuer et le deuxième truc, c'est arriver à demander de l'aide, ça, c'est pas évident. C'est la deuxième étape et moi, dans mon cas, j'arrivais plus à manger donc ça, c'est un des symptômes, on va dire, de la dépression. Il y a des gens qui mangent beaucoup, qui vont, disons, manger leurs émotions, qui vont se réfugier dans la nourriture. Moi, je ne mangeais plus. J'avais énormément maigri et en fait, un soir, je voyais que j'arrivais plus à gérer mon quotidien et j'ai appelé les urgences en Allemagne, Mmh. qui en fait, quand les ambulanciers sont arrivés, je leur ai dit moi, je voyais que j'arrivais plus du tout à gérer le truc. En Mmh. plus, arrivé dans un pays où, je précise, j'avais fait le B2 espagnol. On vous Ouais, laisse c'est ça. imaginer. Dans ma tête, j'étais en train d'imaginer les mecs au téléphone: «Allô, ah, ya?» Ah non, mais c'est Oui. ouais, c'était intense quand même. Je suis arrivée, je parlais pas un mot. C'est-à-dire, quand j'allais au resto, je regardais les menus, je comprenais rien. Bah C'était quand oui. même donc j'arrive dans un pays où je parle pas la langue et tout, donc c'était pas évident. Mais quand vous appelez le 112 en Europe, vous avez des gens qui parlent anglais, hein, pas de problème. Bah oui. Si jamais vous faites une appendicite en Ukraine, vous pouvez appeler le 112 C'était et peut-être pas le meilleur exemple, si je peux me permettre. oui, c'est Mais je le refais. Si je suis vous pas sûr que appelez le 112 soit parfaitement fonctionnel en Ukraine Je en ce moment, mais Oui, passons sur le sujet. C'est pas grave. On la garde, on va dire en on la Pologne. garde. Voilà. Oh voilà, si vous faites Pologne. une appendicite en Hongrie, vous pouvez appeler le 112. Voilà, Voilà, je dis Voilà. ça parce que merci. ma chienne est hongroise. Alors Très bien. voilà, donc je leur ai dit quand ils sont arrivés chez moi: «Écoutez, moi j'aimerais être hospitalisée». Sachant que je savais très bien dans quel hôpital je voulais aller, j'avais des problèmes de santé mentale, donc hôpital psychiatrique. Donc là aussi, c'est des tabous à dépasser, quoi, parce que c'est vrai que, ben, la santé mentale, ça commence un peu à se débloquer. Ouais. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore fluide, hein, la parole autour de ça, mais moi je savais que j'avais besoin d'aide et qu'on s'occupe de moi et donc j'ai passé 2 semaines en hôpital psychiatrique, dans un service avec des dépressifs, parce qu'ils mettent pas, tous les cas de santé mentale mélangés, les schizophrènes sont pas avec les dépressifs et cetera, voilà, on est entre malades, de la même, catégorie, on va dire Mmh. et donc bah, là, j'ai reçu un traitement et un suivi, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont permis de sortir au bout de 2 semaines, finalement Ouais, et c'était nécessaire, vraiment. bah oui. Est-ce que donc tout ça, ça me fait penser à une question, ça va peut-être être costaud comme question, mais est-ce que tu Mmh. penses que la recherche et la dépression peuvent être compatibles? Ah! Alors, disons que j'ai j'ai envie de dire oui, vu que je le fais, mais est-ce que je suis Oui, pas un peu maso? Je sais pas. Non, disons que, en fait, quand j'étais à l'hôpital et à un moment, je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête tout?» parce que je oui, savais
Bah, je te pose la question là parce que je sais oui, alors oui, on replace. Je te pose la question parce que je sais la réponse, Ouais. mais parce que je pense que c'est important aussi de développer, de montrer, voilà. Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ben, si tu fais un travail qui te stresse, pourquoi tu t'échines, mais le truc, c'est que moi, en tout cas, j'aime mon travail. Alors oui, c'est stressant, oui, mais c'est lié aussi à ma personnalité, voilà, où je suis introvertie, j'ai des troubles anxieux, qui font que, bah, en gros, je pense qu'en y réfléchissant, je serais stressée dans à peu près n'importe quel travail parce que c'est Bah, ma c'est nature. ça. Voilà, Mmh. donc je me suis dit: «Arrêtez la recherche, arrêtez de faire quelque chose que j'aime pour faire un autre travail, qui va pas me plaire». Non, donc je me suis dit: «En fait, il faut que je traite, mes problèmes de santé mentale et c'est tout, en fait». Faut parce que c'est pas le travail la source de mes problèmes. C'est ça aussi qu'il faut identifier, c'est quelle est la source? Moi, Bah, c'est oui. des c'est du personnel, c'est du voilà, c'est des schémas, psychologiques mais c'est beaucoup de travail, et d'introspection à faire. Ouais, je pense que c'est important de le dire pour aussi, tu sais, nos collègues en recherche qui des fois sont un peu, se disent: «Ah bah oui, mais cette personne elle est dépressive, elle est» enfin, je veux dire, la recherche, c'est hyper stressant et cetera. Elle arrivera pas à surmonter le truc. En fait, effectivement, des fois, ça n'est pas lié, en fait et Ouais, c'est juste que parfois, ça peut même faire du bien de faire de la recherche quand on est en dépression, en fait, puisque ça n'a pas de lien. bah, oui, tout à fait et même, donc ce qui peut paraître un peu étrange, c'est que finalement, j'ai fait que 2 semaines, d'hôpital et j'ai pas eu d'arrêt après, j'ai repris le travail. Alors évidemment, j'ai pas fait 40 heures par semaine en sortant de l'hôpital, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai pris mon temps, j'y ai été tranquillement, mais j'ai pas, alors j'avais des problèmes de concentration, de mémoire, bon ça c'est lié au traitement, c'est lié à la dépression aussi, il faut le savoir, hein. Quand on a un traitement ou quand on est dépressif, on a la mémoire qui flanche, on a des problèmes de concentration, donc c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement, il faut pas non plus se mettre la pression, voilà, faut s'écouter. Mais ben, finalement, j'aimais enfin, ça m'a fait du bien de retourner au labo aussi. Pourquoi? Parce que, ben, finalement, mes principales relations sociales en Allemagne, c'était mes collègues aussi. Il y a ça Ah oui? et j'avais des super collègues, enfin, j'ai des super collègues et donc ça me faisait du bien de les voir et j'ai ressenti aussi le soutien, de mes collègues et donc ça, c'est important, quoi. J'aurais pu être arrêtée un peu plus longtemps, disons pour me reposer, mais retourner au travail, m'a pas gênée, quoi et au final, en y allant à mon rythme, non, non, ça a été, quoi. Mmh. Après, il faut aussi disons que moi, j'ai eu un shift entre avant et après l'hôpital. C'est-à-dire que il y a certaines choses qui pouvaient me stresser, m'angoisser énormément avant, qu'après je prenais avec, une toute autre approche. Il y a des choses qui me stressaient beaucoup moins parce que j'étais passée par, bah, par un stade tellement, voilà, où j'étais tellement poussée à bout que, bah, disons que maintenant les conférences, ça me stresse plus autant que pendant ma thèse. Je suis toujours un peu stressée forcément de parler devant des gens, tout ça, mais je prends les choses, de manière un peu plus philosophique, on va dire et posée et maintenant, je me dis: «Bon, bah, si là» avant je me mettais des deadlines toute seule, en fait et je Mmh. pense qu'on est beaucoup à se mettre une pression tout seul, nous-mêmes. Alors, des fois ça peut être des gens, moi c'était ma superviseure en Allemagne, elle me mettait la pression, hein. En sortant de l'hôpital, elle m'a dit: «Alors quand est-ce que tu retournes travailler quand même?» Ouais, Donc bon, elle me un mettait peu, la ouais. pression, mais déjà, il faut s'enlever la propre pression qu'on se met nous-mêmes et voilà, maintenant je me disais: «Bon, bah, je vais pas me mettre une deadline moi dans ma tête, si l'article il sort pas, dans 2 mois, bah, il sortira dans 4 mois et ça va pas changer, l'affaire, quoi» et effectivement et oui, mais ça, c'est dur d'y arriver, hein, en vrai. Ouais et je pense que c'est même pas forcément lié à la dépression Ah non, ou mais à clairement, ouais. je pense que c'est aussi ces maladies mentales-là nous permettent aussi de mieux comprendre ce qui trigger, ce qui Ouais, ce qui bah, ce qui ce ouais, qui nous rend mal, en fait ça nous fait et je ouvrir et les je yeux pense sur que même certains des trucs. gens qui n'ont pas de problème, Mmh. de santé mentale peuvent avoir ces problèmes-là Ah bah, d'anxiété, en oui, fait. complètement, ouais, 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 complètement. On peut avoir de l'anxiété sans faire de dépression et vice versa. Enfin, quoi qu'il vice versa, je sais pas si on peut être dépressif sans anxiété, j'en doute, mais oui, c'est sûr que voilà, c'est Je quelque pense que chose c'est que des beaucoup de gens choses aussi connaissent. qu'on apprend en tant que postdoc et Oui. puis bon après, comme tu as eu un suivi aussi, je pense que ça aide. Ah oui, oui, ça aide beaucoup, alors ce qui est pas facile, c'est de trouver, le bon suivi psychologique. Parce que d'une part, bon, vous avez les médicaments qui vont vraiment, agir, presque, immédiatement, donc ça, c'est avec un psychiatre quand vous avez des problèmes de santé mentale. Mais c'est aussi important d'avoir le suivi psychologique où vraiment vous allez travailler, bah, sur quel est le problème. Parce que les médicaments, ils vont pas soigner la source, ils vont soigner les symptômes et moi, j'ai eu de la chance d'avoir un bon suivi en Allemagne, donc
ouais, donc ça m'a vraiment aidé à progresser et à faire face aussi aux autres éléments stressants qui sont arrivés, après ma sortie de l'hôpital, auxquels j'ai dû faire face en Allemagne, comme par exemple ma superviseure, qui avait tendance à me comment on dit, bullying? Comment on dit en français? Harcèlement. Oui, à te Oui, harceler. il y avait du harcèlement et il y avait des choses qu'elle disait qu'elle aurait pas dû dire, voilà, il y Mmh. avait des choses comme ça, très, très, très dures, hein. Elle m'a Ouais, reproché ouais. d'être en dépression, elle m'a dit que si elle avait su que j'étais en dépression, elle m'aurait pas embauchée, enfin des choses, qui sont pas OK, en fait, et qu'on ne doit pas dire. Oui, et puis même, que c'est bizarre de penser, en fait, Oui, 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 donc je veux dire, on est et c'est d'autant plus bizarre que je suis arrivée dans un labo où je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des problèmes de santé mentale par une ancienne collègue et ma superviseure était directement liée à elle et en fait, ouais. elle a pas su, disons tirer des leçons, sur, voilà, comment il faut être prudent avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale parce que, voilà, il y a des choses qui peuvent nous déjà quand on n'est pas bien, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, quoi. Qui sont Mmh. très, très durs à entendre et qui peuvent nous briser. Je je me permets là de rebondir sur un truc que tu as dit, là, je me pose une question. Tu disais donc, heu, que tu as été suivi en Allemagne. Ouais. Alors c'est une question peut-être un peu con, mais comment? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que comme tu as fait LV2 espagnol, comme tu le dis si bien, donc j'imagine que c'est en anglais. Mais Alors alors c'est un sujet que je vous comprenez depuis le début que je parle pas trop parce que c'est un sujet que je maîtrise pas. Mais du coup, je me pose la question de, comment tu fais pour avoir un suivi? En fait, déjà qui est donc déjà complexe parce que ouais. psychologique, mais en plus, dans une langue qui n'est pas la tienne. Alors j'imagine que c'est en anglais, pas en allemand, mais Alors du est-ce que coup, ça rajoute pas de la difficulté? alors si, c'est difficile, moi j'ai des collègues, mais super collègues en Allemagne encore une fois, qui m'ont donné des noms, des liens, tout ça, avec des psychologues qui parlent anglais et j'ai quand même eu la chance de trouver quelqu'un, une psychologue, bulgare qui parlait français, aussi russe, anglais et allemand, hein. Et qui était vraiment génial. Donc j'ai eu vraiment de la chance, mais c'est vrai que c'est difficile quand vous êtes dans un pays où vous parlez pas la langue, trouver quelqu'un à qui vous pouvez vous exprimer de manière assez détaillée, en fait, sur vos ressentis. C'est vrai que c'est la difficulté. Donc ouais, j'ai eu de la chance de trouver quelqu'un voilà, qui parlait français. Mais j'aurais pu faire en anglais, mais c'est quand même mieux en français, quoi. C'est là que je me disais parce que je veux dire, bon là, moi je veux dire, j'ai été confronté à des soucis de santé, mais assez bénins moi, à l'étranger et rien que d'écrire une douleur, tu as mal là, déjà en français, je sais même pas utiliser les bons termes, mais alors en anglais, même si je parle anglais, c'est quand même pas non plus ma langue natale. Donc du coup, c'est toujours un peu chiant. Des fois, il faut faire des métaphores à la con, pour essayer Ah bah oui, d'expliquer non, un mais peu le c'est pas truc évident, hein. et Ouais, du coup, je ouais. me dis que pour des problèmes comment dirais-je? De cette, catégorie-là, où là vraiment le poids et le sens du mot est sûrement beaucoup plus Mmh. important que d'écrire une douleur à l'épaule. Je me posais la question de voilà, comment tu avais fait pour, ça? Donc OK, tu as quand même eu dans cette petit point, de une médecin qui parlait quand même, enfin qui était Ouais, francophone, quoi. j'ai eu de la chance avec la psychologue. Par contre, quand j'étais à l'hôpital, effectivement, bon, les infirmières, parlaient allemand, pas forcément anglais. Les psychiatres, je comprenais rien à ce qu'ils disaient. Donc c'était très compliqué et eux, quand ils me parlaient, donc c'était à moitié de l'anglais, de l'allemand, donc je comprenais rien non plus, mais bon. Mais on s'en sort. En fait, il faut pas se mettre des barrières en se disant en fait, on arrive quand même à se comprendre, je veux dire, quand je suis arrivée aux urgences, en Allemagne, bon, déjà, i quand même en Allemagne, les gens parlent anglais. J'ai pu me faire comprendre et puis de toute façon, enfin, ils voient les médecins, ils quand même, ils captent ce qui va pas, quoi. Bah, de toute Donc façon, tu vas aux urgences, donc de toute voilà. façon, il faut qu'on te soigne. Oui. Je veux dire, c'est comme quelqu'un, qui a une jambe coupée, on va pas lui dire: «Ah putain, chiant, putain, il parle pas allemand, quoi, merde». Bah, il faudrait qu'il retourne chez lui. Retrouvons un peu de légèreté avec une jambe coupée. Non, mais oui, puis Impeccable. d'ailleurs, j'étais pas la seule, qui était pas allemande et qui parlait pas allemand, il y avait Mmh. il y avait d'autres gens, puis enfin voilà, on était pris en charge pareil, quoi. D'ailleurs, je me permets d'ailleurs de parce que tu l'as dit tout à l'heure, très justement et je me permets de le rappeler, de faire une espèce de petite parenthèse. Voilà, sachez que alors ça vaut pour les les chercheurs, mais ça vaut pour tout le monde, que si vous êtes en Union européenne, du coup, vous avez ce numéro, le 112, parce que je m'aperçois Ouais. que tout le monde ne le connaît pas forcément. Donc alors, sans reprendre sur la blague de tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ça fonctionne en Ukraine parce que c'est pas l'Union européenne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moins dans les pays qui sont membres de l'Union européenne et je crois que le Royaume-Uni, même s'ils ne sont plus, l'ont gardé, vous avez ce numéro d'urgence où en général vous avez peut-être pas forcément quelqu'un qui parle la langue tout de suite, mais dès qu'ils voient que vous parlez pas la langue, ils vont switcher tout de suite, sur de Oui, oui, l'anglais vraiment, c'est et ouais. voilà, je sais pas si tout enfin voilà, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser une fois en Suède pour des urgences beaucoup moins, moins graves. J'ai juste une petite crise d'angoisse, mais voilà, je sais tout de Ah suite ça bah, switch en anglais.
Et tout de suite, ils ont fait ce qu'il fallait, tout ça, etc. Enfin, je veux dire, sur le coup, c'est hyper bien fait. S'il y a bien des trucs en Union européenne qui sont bien faits, ça, on peut le souligner. Donc voilà, le Oui. 112, Puis ça marche numéro. aussi en France, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'en Oui, bien parlant, sûr, Ben, bien de sûr. crise d'angoisse, pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai appelé le 112 en France parce que j'ai fait une crise d'angoisse à Aix. Voilà. Voilà. Donc le 112, ça marche aussi chez nous. Et oui. Très, très, ça, c'est très pratique. Comme ça, il n'y a plus besoin de Et retenir ça, les 15 et tout. je pense que c'est hyper important aussi de le dire parce qu'il faut pas se limiter, il faut pas se dire ah bah en fait j'ai cette maladie là, que ce Mmh. soit la dépression, une autre maladie mentale, donc je ne peux pas aller à l'étranger. Non, en fait, on peut toujours trouver des solutions. Toi, tu as trouvé une psy qui parlait français, et je pense qu'il y en a dans, je vais pas dire, enfin j'en sais rien, mais j'imagine qu'il y a quand même des solutions dans chacune des villes, mais au moins des grandes villes, pour trouver, quelqu'un pour nous aider, quoi. Moi, j'avais un dentiste qui était bulgare, mais je sais pas, les Bulgares, il y a Mais un c'est truc fou, en ces Allemagne, hein. Bulgares, enfin. C'est où la Mon Bulgarie? dentiste était bulgare et parlait anglais, couramment. Non, non, Ouais, je mais sais c'est pas. sûr. Ah oui. En Faut fait, regarder les noms, faut prendre des bulgares, voilà, euh, comme Et ça. et sinon, moi, ma psychiatre, donc du coup, qui me prescrivait mes médicaments était roumaine. Donc, hein, Bon, bah, comme voilà, c'est quoi hein, l'Union l'Europe passerait européenne. la de l'Est. expatriée. C'est l'Union européenne qu'on aime, voilà, c'est tout. À la limite, un autre point aussi, comme le sujet, alors même si ça ne l'était pas, mais en tout cas en l'occurrence là, comme le sujet est quand même très sérieux et peut toucher beaucoup de monde, même sur d'autres types d'urgences, même, je sais pas, la kiné, enfin, je change de sujet, mais je veux dire, médicalement parlant de façon générale, sachez, parce que du coup, quand j'étais en Suède, j'étais beaucoup investi là-dedans, sachez, parce qu'on a tendance à l'oublier, qu'il existe, on a la chance d'avoir un pays avec beaucoup de monde qui va à l'étranger, donc il existe ce qu'on appelle la communauté des Français de l'étranger, qui en Oui, général c'est vrai. existe dans à peu près tous les pays du monde. Et donc vous avez au moins, à minima, si vous ne connaissez pas les outils, vous avez toujours un petit groupe Facebook qui traîne de les Français de telle ville, si c'est une grosse ville, ou de tel pays, machin, pour vous rapprocher de ce côté-là. Sinon, vous avez bien sûr votre ambassade française ou le Ouais. consulat, selon la grandeur du pays, vous avez des consulats. Et il y a toujours au moins des conseillers consulaires, enfin voilà, des élus consulaires qui sont aussi là pour faire le lien. Alors je dis élus parce qu'ils sont élus par la population, mais c'est pas, ça dépasse la politique. C'est juste, voilà, ce sont des gens qui sont là pour faire le lien entre les Français, qu'ils soient expatriés ou non, hein, c'est pas le sujet, hein, et ben, le fonctionnement, de comment ça marche et tout. N'hésitez pas à contacter ces gens-là. En général, vous allez sur l'ambassade et vous trouvez très facilement. Alors, envoyez pas un mail à l'ambassadeur ou à l'ambassadrice parce que bon, ça c'est peut-être un peu overkill, mais c'est peut-être un peu too much, pardon. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, vous trouveriez au moins un mail générique et les consulaires, les élus consulaires qui sont aussi et notamment surtout là et pour nous Mmh. aider, nous, que l'on soit expatrié ou que l'on soit de passage pour un an sur un contrat X ou Y. Voilà. Sachez que ça existe dans quasiment tous les pays du monde. Et c'est quelque chose de vrai qui a été prouvé parce que le consulaire de la ville où je vivais, en Allemagne, avait une liste de docteurs qui Oui, parlaient c'est ça. français et anglais, Par et donc exemple. qui peuvent aussi fournir des contacts pour, tous les spécialistes et cetera, donc oui, ça peut être intéressant. Oui, c'est Tout à vrai, j'ai fait. oublié de le Tout à fait. mentionner, mais j'avais regardé cette liste pour Francfort, Mmh. effectivement, ouais. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Mmh. Donc, sachez que ça existe et que ça, c'est hyper. On l'oublie ou on n'y pense pas forcément, surtout quand on n'est pas vraiment expat. Ouais. Au sens, on passe 10 ans à habiter, je sais pas où, hein, en Espagne. Oui. Bon, encore que l'Espagne, bon, ça va. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça existe et peu importe la grosseur du pays dans lequel vous êtes, vous avez forcément une ambassade française. Il va y avoir quelques exceptions où il n'y a pas d'ambassade française, à mon avis, dans le monde. Mais en général, on a toujours une ambassade dans quasiment tous les pays du monde. Donc, c'est plutôt bon à souligner. Et donc pour terminer un peu le podcast, une question un peu générale, si tu pouvais donner un conseil à ton toi de début de doctorat, ou si tu pouvais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Alors, je me dirais, en fait, c'est un conseil que je donnerais aussi à tout le monde. C'est, si vous voulez pas vous arrêter, que vous voulez vous pousser à bout, travailler, travailler, pas prendre de vacances, un peu comme moi j'ai fait, comme beaucoup font. En fait, votre corps, à un moment, il va dire: «Bah non, j'ai plus envie», et vous allez être obligé d'arrêter, vous aurez pas le choix parce que votre corps, ne bougera plus. Donc ça, c'est quelque chose, vous avez le droit de prendre des vacances. Il faut arrêter de culpabiliser. Là, en thèse, il y a une espèce comment dire? De loi, un bon thésard est un thésard dépressif qui prend pas de vacances, mais c'est de la connerie, et ça peut coûter la vie. Enfin, je veux dire, la dépression, c'est un sujet sérieux, hein, c'est une maladie mortelle, et donc non, il faut pas se pousser à bout, il faut, faire des pauses, il faut prendre des vacances, pas travailler le week-end. Alors moi, j'ai fait mes 3 ans de thèse, j'ai bossé comme une malade, mais par contre, je travaillais pas le week-end, Mmh. et heureusement.
Et sinon, l'autre conseil, c'est, si vous savez que vous avez, des problèmes de santé mentale, que voilà, vous savez que vous êtes souvent, soit vous avez des troubles anxieux, ou vous avez tendance à voilà, avoir des épisodes dépressifs, récurrents ou non, attendez pas d'être au bout du rouleau pour, chercher de l'aide aussi. Voilà, ce serait peut-être ça mes conseils. Vous avez pas besoin de vraiment, en fait, c'est en gros, vous avez pas besoin de vous pousser à bout pour être, un bon chercheur, une bonne chercheuse. Mmh. Voilà, moi, je veux dire en Allemagne, là, après mon hospitalisation, je travaillais beaucoup moins que pendant ma thèse, beaucoup moins parce que juste, je pouvais pas, hein, je peux plus travailler comme j'ai travaillé pendant ma thèse, je ne peux plus. Et au final, j'ai 3 articles comme à la fin de ma thèse. Donc pourquoi se pourrir la vie? Oui, non, mais c'est ça, en fait, on Et peut oui, être autant productif, mais c'est avec ça. une durée plus courte, mais juste être productif pendant cette durée-là et puis, Ouais, en fait, un bon exactement. chercheur est un chercheur qui prend soin de lui, Mais je tout à fait, dirais. mais ça, c'est le mot de la fin. Eh, Un bon pas chercheur mal. est un chercheur vivant. Oui, voilà, déjà aussi, ça peut être pas mal. Allez! Et bien, un bon chercheur est un chercheur qui Je, n'est pas je, mort. je trouvais que le Allez! mot de la fin sur un beau chercheur et quelqu'un qui prend sa louis était bien. C'était beau chercheur est un chercheur vivant, oui. Alors c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci du coup, merci beaucoup Stéphanie pour ce témoignage très important sur le coup parce que Oui, c'est pas un sujet qu'on a abordé en profondeur en tout cas. Voilà, on a pu l'évoquer avant. C'est un sujet aussi avec Cécile pour être très franc et transparent avec tout le monde, hein, qu'on avait en tête depuis un moment à faire. mmh, Mais voilà, vous nous autoriserez à avoir pris un peu le temps de l'aborder parce que voilà, on s'était dit sur les premiers podcasts, alors c'est pas pour le sujet en lui-même, mais c'est parce que voilà, on n'est pas des professionnels non plus de l'interview. Donc on s'est dit, voilà, essayons d'avoir un petit peu plus de bagages pour essayer de pouvoir voilà, avoir une discussion qui tient dans à peu près 30 minutes sur un sujet qui mériterait probablement des heures de discussion et d'aller un peu plus en profondeur sur certains points. Donc voilà, merci Stéphanie pour ce témoignage et en même temps pour cette interview hyper ouais. enrichissante sur un sujet que bah, je pense que beaucoup connaissent très peu. Mine de rien, même si peut-être que les mots sont un peu prononcés comme ça à tort et à travers aujourd'hui dans le grand public, mais finalement sans forcément avoir de concret derrière, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Donc merci encore. Stéphanie, on te souhaite plein de courage pour la suite de ton cursus. On se retrouve pour un apéro très certainement dans les prochaines semaines, ça, parce que du coup, on est tous plus ou moins pas très loin, donc on va y arriver. Ah oui, Eh ben oui, oui, c'est Voilà, vrai ça, on qu'on va peut-être pourrait, finir hein. par y arriver. voilà, ça peut être sympathique. Et Cécile, eh bien, je te dis à bientôt pour un prochain podcast. Oui, merci beaucoup Eh ben Steph merci à tous les 2. et puis, merci de rendre ce sujet-là, un peu moins tabou dans ce podcast, là. Ciao!